De présenter notre invité ce soir et de présenter son livre, son dernier livre généraux, Gangster Djihadiste, qui est un des titres les plus énigmatiques et excitants qui soit. Donc, quand vous l'aurez lu, vous comprendrez, vous en comprendrez toute la profondeur. Je voudrais juste saluer Jean-Pierre Filiu, et lui dire la reconnaissance et le plaisir qu'on a de l'accueillir, non pas dans un pays comme ça qui lui est indifférent, puisque tu y as passé 4 années très importantes comme diplomate, et que Jean-Pierre fait partie de cette espèce rare, dont il est probablement le seul représentant, dont une moitié est construite en diplomate, et l'autre moitié en chercheur. Alors le chercheur a pris un peu le dessus depuis quelques années, puisque tu es professeur d'histoire contemporaine du Moyen-Orient à Sciences Po, que tu as énormément publié, qui plus est, tes centres d'intérêt, qui sont au-delà de tes centres d'intérêt, qui sont tes passions que tu vis de manière très forte vis-à-vis du monde arabe, et notamment de la Syrie, t'ont amené à commenter très souvent, partout dans l'actualité, cette tragédie syrienne, et que tu es aujourd'hui pour nous en France, mais bien au-delà, ayant toi-même enseigné à Columbia et à Georgetown University. Tu es vraiment une référence internationale sur cet objet qui s'appelle chez nous le monde arabe, et qui va du proche Moyen-Orient jusqu'au Maghreb. Tu feins de ne pas être un spécialiste du Maghreb. Je crois que vous êtes en train de recruter aujourd'hui à Sciences Po un professeur, pour la première fois, je crois, qui sera chargé du sujet Maghreb, ce qui est une bonne nouvelle, mais tu le connais très bien, et je crois que tes années tunisiennes ont été suivies de nombreux séjours et d'amitié, de connaissances, y compris de l'actualité la plus contemporaine de la Tunisie. Donc nous sommes évidemment très heureux de t'accueillir et te remercier aussi, toi qui connais bien ce pays, d'aller porter, sinon la bonne parole, mais d'aller échanger à Sousse et à Sfax, où tu vas te déplacer dans les jours qui suivent. Voilà. Donc je vous remercie, je te remercie, je vous remercie beaucoup, madame, d'être celle qui va nous faire aimer ce livre formidable. Je vous conseille un petit livre que Jean-Pierre m'a gentiment offert ce matin et que j'ai commencé à lire, qui est un classique, mais qui existe dans la version poche, donc très accessible, Les Arabes, leur destin et le nôtre, l'histoire d'une libération, et où la Tunisie est très présente, voilà, bien présente. Merci à vous. Merci beaucoup de ce petit mot de présentation qui vous présente, Jean-Pierre. Donc bienvenue à Tunis, peut-être vous avez vécu et travaillé au moins entre 2002 et 2006, et je me souviens de vous en tant que chercheur travaillant sur la revue d'études palestiniennes à l'IRMC. Donc c'est vrai que vous cumulez à la fois la casquette de diplomate, celle d'enseignant, celle de chercheur et d'amateur de musique et de bande dessinée, et je pense que votre itinéraire dit bien la nécessité aujourd'hui, y compris vis-à-vis du monde arabe, et surtout vis-à-vis du monde arabe, je pense, qui est en pleine effervescence, peut-être de relier à la fois, c'est vrai, le monde de la diplomatie, mais le monde de la diplomatie, c'est un monde d'action qui doit être renseigné, et je pense que le monde de la diplomatie doit être renseigné par la recherche, c'est vrai, mais aussi, je pense, et ça c'est assez nouveau, peut-être par la création artistique et la musique, et pourquoi pas la bande dessinée, parce que je crois que en tout cas dans ces scènes-là, ou sur ces airs-là, je pense qu'il y a une connaissance des sociétés qui est assez introuvable dans d'autres secteurs de la connaissance, et vous le prouvez bien par votre itinéraire. Et donc, je voulais aussi revenir sur votre itinéraire, parce que vous êtes à la fois un enfant de l'Institut d'études politiques et de l'Institut des langues orientales, de l'INALCO, donc vous êtes aussi arabisant, et ça aussi c'est une compétence qui est extrêmement nécessaire aujourd'hui. Alors j'ai appris en préparant que vous avez travaillé sur mai 68 et l'ORTF. Là aussi c'est une carte supplémentaire dans votre itinéraire, et
je pense que là aussi, ça explique beaucoup de... En tout cas, ça explique votre manière de prendre les choses, d'écrire aussi, hein, et de relater un peu ce qui se passe sur la scène politique. Vous avez eu des postes à l'ONU, avec des missions et des rapports sur les situations au Liban et en Afghanistan. Et en tant que conseiller du ministère des Affaires étrangères, vous êtes passé par Tunis. Alors, vous êtes un auteur prolifique. J'ai compté les titres, en tout cas, qui sont cités, 22 titres, dont beaucoup ont été traduits. Et puis, je voudrais signaler surtout votre blog. Hein, moi, je salue un peu cet exercice, qui est un exercice... Alors, je trouve que vous êtes assez prolifique, y compris sur les blogs, donc plus que moi, et donc ainsi Proche-Orient. Et moi, je pense que c'est je trouve que c'est une sorte de rendez-vous qu'on peut avoir régulièrement. Moi, je trouve que vous pointez souvent sur les choses qu'il faut regarder. Voilà. Souvent, vous signalez, vous dites, voilà, il faut regarder ça, et c'est assez intéressant, parce que le décryptage n'est pas une chose facile aujourd'hui, surtout dans le monde arabe. Alors, quelques remarques générales peut-être sur l'ouvrage, avant de vous laisser un peu nous raconter sa genèse, peut-être. J'ai beaucoup apprécié le mot gangster dans le titre. Alors là, vous y allez franco, hein, c'est pas... donc c'est clairement orienté, c'est peu dire que vous êtes engagé, et on voit très bien qui sont ceux que vous visez, mais vous présentez bien la chose. Et ce que je voulais d'abord remarquer, c'est que vous faites bien, et ça aussi, c'est le travail des enseignants et des chercheurs, vous faites la liaison entre la bibliographie anglaise et la bibliographie française, alors en attendant la bibliographie arabe aussi, qui est assez dense maintenant, de plus en plus dense, hélas beaucoup moins relayée, beaucoup moins structurée, beaucoup moins connue, mais pour les lecteurs, pour une lectrice tunisienne en tout cas, c'est très intéressant le travail que vous faites, en tout cas de relier un peu cette littérature anglaise, la littérature bibliographique anglaise et la française est très utile. Je pense qu'aujourd'hui, sur le monde arabe, il faut être plurilingue, c'est clair. Hein, on ne peut pas être monolingue, ni en français, ni en arabe, ni même en anglais, tout seul. Hein, je pense que c'est extrêmement important. Et vous combinez aussi, là aussi c'est un des intérêts de votre personnalité, vous combinez les analyses et les témoignages de diplomates. Là aussi, c'est assez précieux et personne ne peut vous remplacer là-dessus. Et puis, ce qui m'a intéressé aussi dans l'ouvrage, vous le verrez, c'est pour ça qu'il est très agréable à lire, c'est qu'il est très branché sur l'actualité à travers les réseaux sociaux aussi. Et du coup, comme l'ouvrage est très fluide à lire, mais grâce aussi un peu à des tas de petites balises comme ça, que l'on peut retrouver, et vous montrez bien, donc voilà, vous décloisonnez. Ça, c'est très bien entre les langues, entre les modes d'information d'aujourd'hui. Alors, l'ouvrage, il a ceci d'intéressant, c'est qu'il est à la fois régional. Alors, on a l'arc méditerranéen un peu sud, comme ça, mais il est aussi comparatiste. Et donc, l'exercice, il est évidemment, tout le monde le sait, on le sait, c'est un exercice difficile, mais vous vous en sortez bien parce que, en tout cas, le lecteur en sort gagnant parce qu'on a une compréhension d'ensemble et puis des points d'accroche, un peu des comparaisons entre la situation actuelle du monde arabe, je dirais des mondes arabes, à la fois du point de vue de la politique française et du point de vue aussi de la politique européenne, souvent, ce n'est pas négligeable. Et donc, vous entrez dans un domaine qui est assez difficile, c'est celui des systèmes de sécurité. On le sait, en tout cas, moi je suis historienne, je sais que c'est un domaine où les archives ne sont pas toujours disponibles. Aucune archive du monde est disponible et tout le monde sait que les archives sont construites. Mais alors sur les systèmes de sécurité, c'est pire qu'ailleurs. Et vous montrez un peu comment les systèmes de sécurité qui sont aux commandes un peu partout dépendent des régimes de captation des ressources. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une lecture très intéressante et vous la mettez aussi un peu dans la durée. Si vous parlez de l'histoire en train de se dérouler pour chacun des pays, donc la Turquie, l'Algérie, l'Égypte, la Syrie, le Yémen, la Palestine, la Tunisie et la Libye, vous faites, alors ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé, un retour sur l'histoire politique plus longue et sur la construction des réseaux et des pratiques d'accaparement des richesses et de leur redistribution. En fait, vous parlez de la manière dont il y a eu patrimonialisation un peu des ressources nationales.
Alors, on sent bien la dénonciation, mais vous arrivez aussi quand même à analyser, à expliquer comment les choses se passent, que se font les liens, et ça aussi c'est très, très agréable. Et puis on voit bien que vous êtes historien parce que vous proposez une périodisation, et ça, votre périodisation à mon avis est très, très suggestive depuis le début, donc le tout début du XXe siècle. Il est rare qu'on remonte jusque-là, en tout cas en les liant tous, ce cycle long des indépendances, en fait, qui va de 1922 à 1971, avec un focus extrêmement important de l'après-deuxième guerre mondiale jusqu'aux indépendances des années 60. Et donc, votre démarche, là, justement, vous aménagez des ouvertures sur les différentes expériences de formation des classes politiques dans ces pays au cours du XXe siècle, et sur les processus qui relient les régimes dictatoriaux, dictatoriaux ou autoritaires et autoritaires qui sont nés à la faveur, et vous le montrez bien, des divers mouvements d'indépendance, toujours en lien, et là aussi c'est ça qui est intéressant, avec l'organisation économique qui s'installe dans chaque pays, et avec les objectifs de conquête du pouvoir, et les manœuvres évidemment pour le conserver. Je vais vous laisser la parole pour 3 quarts d'heure, je pense, parce qu'il faut qu'on puisse laisser la parole circuler dans la salle. Et voilà, je vais m'arrêter là. Allez-y. Merci, chers collègues. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à l'Institut français qui me donne le plaisir, le privilège d'être devant vous ce soir. Venir à Tunis est toujours un moment d'exception. La première fois que je suis venu à Tunis, ce pays abritait le siège de la Ligue arabe, dans des conditions que vous connaissez, mais c'est important. Ce pays était le siège de la Ligue arabe. La première mission de diplomate que j'ai faite dans ce pays, c'était pour rencontrer Yasser Arafat, de même que Abou Iyad, les chefs du FPLP, du FDLP, du Parti communiste, à Tunis. Donc cette idée de la centralité de la Tunisie dans le monde arabe, moi je l'ai vécue très tôt. Et comme Kmar Bendana a eu l'élégance de le présenter, elle anime ma réflexion historique. Je ne crois pas à l'exception tunisienne, ni, comme ça a pu être dit de manière encore plus clinique, à l'anomalie tunisienne. Je crois à l'alternative tunisienne. Je crois que la Tunisie a été et demeure à l'avant-garde, que la Tunisie est pionnière. Et c'est très important de replacer, je crois, cette réflexion, ce présupposé, dans une interrogation sur le devenir de la Tunisie contemporaine. Car c'est évidemment surtout de ce magnifique pays que je vais parler. Ce pays qui a aboli l'esclavage 2 ans avant la France. Quand j'ai osé dire ça devant certains publics en France, on m'a répondu « Ah, mais l'esclavage était déjà aboli en France métropolitaine. » Ah ben bravo. Bravo. C'est le pays qui a eu en 1861 la première constitution non seulement du monde arabe, mais du monde musulman. Alors elle a tenu 3 ans, mais la constitution ottomane de 1876, à partir de laquelle on établit toujours le temps des réformes dans le monde arabo-islamique, elle a tenu 18 mois. Et dans la constitution tunisienne, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait la maslaha, il y avait l'intérêt général. Donc il y avait l'idée déjà de service public au milieu du XIXe siècle. Il ne faut pas idéaliser, il ne faut pas projeter les catégories actuelles sur ce passé-là. Mais il ne faut jamais l'oublier. Alors pourquoi aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des chapitres du livre, l'alternative tunisienne? C'est pour prouver que si le monde arabe connaît aujourd'hui une régression aussi épouvantable, dont la Tunisie, et je ne minore pas les défis auxquels elle fait face, les problèmes et les contradictions qui la traversent, entre autres parce que je lis un blog très bien informé, mais ça n'est pas une fatalité, ça n'est pas une exception.
c'est aussi le produit d'un processus historique que je vais décrire très rapidement pour après rappeler comment la Tunisie, dans sa transition démocratique, a pris collectivement et sans, là encore, idéaliser les bonnes décisions au bon moment, même si elles n'ont pas été prises forcément de gaieté de cœur par les différents acteurs. Alors, déjà en Tunisie, il y a Doustour, il y a la Constitution. C'est un fil conducteur depuis un siècle et demi dans l'histoire de ce pays, avant que ça devienne le nom d'un premier parti, puis le nom d'un deuxième parti, qui finalement a conduit le pays à l'indépendance. Cette obsession presque tunisienne pour la Constitution, c'est l'idée aussi d'un pacte social qui est lié aux conditions de la dynastie husseynite, qui s'était donc autonomisée de l'Empire ottoman en imposant une succession héréditaire, mais aussi avec des systèmes de fiscalité, de prélèvement des ressources, les Hamla du Nord, Hamla du Sud, qui même s'ils étaient sur un mode saisonnier, imposés par la force, ont fait qu'à un moment il fallait donner du sens, et ce bien avant que le protectorat soit imposé. Je ne vais pas revenir sur cette histoire-là, mais ce qui est frappant, c'est que la France en 1881, comme d'ailleurs la Grande-Bretagne en 1882 en Égypte, au lieu d'accompagner ces modernisations, certes par le haut, de dynasties qui s'étaient autonomisées de l'Empire ottoman, va largement briser cet élan, qui devrait être repris par les processus d'indépendance. Alors s'il y a une exception tunisienne, elle n'est pas liée à sa superficie, aux langues qu'on y parle, à l'homogénéité de sa population. Elle est liée au fait que, en 1962, Habib Bourguiba échappe à un coup d'État militaire. Je ne vais pas revenir là aussi sur les circonstances. D'ailleurs, je ne ferai plus cette remarque, j'évoquerai les événements. Et coup d'État qui lui-même est lié à l'humiliation de Bizerte l'année précédente. Et au fait que l'armée à très haut niveau, l'aide de camp de Bourguiba est partie du complot, est prête à renverser le Moujahid al-Akbar, le grand combattant de l'indépendance. Et du coup, la vengeance de Bourguiba va être terrible à l'encontre de l'institution militaire. Non seulement à l'encontre des comploteurs, et on sait tout le travail de mémoire qui a dû être mené, y compris après la Révolution dans ce pays, pour en savoir plus, voire honorer certains d'entre eux. Mais du coup, la Tunisie va avoir une armée qui va être à taille humaine, qui va être tournée vers des missions de maintien de la paix, qui est une des rares armées arabes. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas créer de problèmes diplomatiques. J'ai encore cette bonne ou mauvaise conscience. Mais une des rares armées arabes qui est vraiment nationale. Quand on demandait à Kadhafi pourquoi en 1963 il avait choisi la carrière des armes plutôt que la carrière militaire, il avait dit c'est très simple, c'est pour prendre le pouvoir. Dans ce que je décris, alors j'appelle ça les mamelouks modernes, on a des officiers qui rentrent dans l'armée pour faire des putschs. Pas pour défendre les frontières, pas pour assurer l'intérêt supérieur, qui sont dans des logiques de pouvoir. Et très souvent, on se méprend sur l'interprétation de l'histoire contemporaine dans ces pays en mettant en priorité ce qu'on voit de l'extérieur, les conflits étrangers, évidemment le conflit israélo-arabe, les querelles régionales, évidemment la querelle entre l'Algérie et le Maroc,
alors que très souvent, ce sont les luttes de pouvoir qui sont le moteur. Et j'essaie de le décrire sur des cas qui effectivement gagneront à être mieux connus. Je crois qu'une des grandeurs du métier d'historien que nous partageons, c'est que nous savons que le livre suivant qui sera fait sur le sujet, par définition, il pourra être meilleur parce qu'il sera plus riche, parce qu'il se grandira du travail que chacune et chacun d'entre nous auront fait. Et donc, on a ces luttes de pouvoir qui vont rythmer, j'essaie de le décrire, l'Algérie, l'Égypte, la Syrie, le Yémen, alors que la Tunisie, elle est dans autre chose, elle est dans un régime policier. Les systèmes de sécurité ne sont pas les renseignements militaires, ce sont des systèmes qui sont gérés à partir de pas loin d'ici, à partir du ministère de l'Intérieur, et qui vont, eux, en osmose avec le parti État, que celui-ci soit unique ou hégémonique, quadriller la population jusqu'à arriver à ces chiffres complètement hallucinant d'1 ou 2 millions de membres du Rassemblement constitutionnel démocratique au moment de la révolution de 2011. Et celui qui prend le pouvoir en 1987, c'est un général de police, c'est pas un militaire. Et en 2011, le général Rachid Amar, qui refuse de tirer sur la foule, parce que ça n'est pas la mission de l'armée, le même général qui ira ensuite sur la place de la Casbah pour dire que l'armée est là pour défendre le peuple et défendre la révolution, ce général il n'a pas d'équivalent dans le monde arabe. Et c'est largement sa décision qui va entraîner la fuite de Ben Ali vers l'Arabie Saoudite où il se trouve toujours. J'en profite d'ailleurs pour saluer le fait que la Tunisie, et c'est une des manifestations de sa grandeur, quand Mohamed Ben Salman la visite, eh bien elle proteste. Et je trouve que là-dessus aussi, la Tunisie est à l'avant-garde. Elle montre ce que le monde arabe devrait être et non ce qu'il est malheureusement dans bien d'autres pays. Donc on a déjà ce fait que, alors qu'en Égypte, on a un coup d'État, la chute de Moubarak est techniquement un coup d'État. Et ce coup d'État, il est effectué par une junte militaire, le Conseil supérieur des forces armées, avec à sa tête le ministre de la Défense en fonction depuis 20 ans, donc pas vraiment le signe du renouveau, le maréchal Tantawi, qui va constituer un collège militaire, dont d'ailleurs, parce que c'est un des charmes et un des défis de ce type de recherche, c'est l'opacité des structures de répression. Il faut savoir que le CSFA, personne n'est capable d'en donner la composition définitive à un moment donné. Elle bouge en permanence. Alors on voit qu'il y a un parallèle qui s'impose, c'est celui des décideurs algériens. Donc les décideurs, on sait tous que ce sont des généraux, mais après dire quelle est la liste des décideurs, qui en est, qui n'en est pas, qui en sort, qui en rentre, dans cette espèce de syndicat qui gère le pays, c'est très difficile. Parce que, de deux choses l'une, soit les généraux et leurs partenaires dans le crime organisé, les gangsters. Alors, l'éditeur voulait mafieux. Je dis non, mafieux c'est encore trop respectueux. C'est des gangsters. Les Trabelsi, c'était des gangsters. C'était pas des mafieux. On est dans le crime. Et on a cette forme, effectivement, de captation des ressources qui va s'organiser au plus haut niveau de l'État. Et donc, de deux choses l'une, je n'ai pas perdu le fil de mon raisonnement, soit la hiérarchie militaire est effectivement unie
hein, soit contre un ennemi commun, le désordre que Moubarak allait susciter, la possibilité qu'avait accepté Chadli Benjedid en 1992 de gouverner avec les islamistes. À ce moment-là, elle est unie. Soit elle ne l'est pas, et je vous laisse dans ces deux pays voir ce qui ces derniers mois pourrait indiquer que c'est peut-être le cas, et à ce moment-là, on lave son linge sale en famille, on ne l'étale pas, parce que tant qu'on n'a pas réglé justement les querelles de pouvoir, on sait que l'ensemble du système serait menacé si on les porte sur la place publique. D'où cette opacité qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire naïvement, s'aggrave quand il y a conflit de pouvoir, hein, plutôt que le contraire. Et donc, je fais dans le livre un parallèle entre le coup d'État anti-Moubarak de février 2011 et le coup d'État anti-Benjedid de janvier 1992. Je sais bien que la motivation n'est pas la même, mais techniquement, le parallèle est frappant. On a un chef d'État qui est tout sauf un démocrate, vu qu'il a été élu dans le cadre de ce système de captation du pouvoir par ce que j'appelle des mamelouks modernes, mais qui soit compromet la structure de pouvoir par son entêtement à rester, à s'agripper comme en Égypte, soit est prêt à ouvrir une brèche dans ce monopole en pactisant avec le fils comme en Algérie. Donc tout ça pour dire que les parallèles qui ont été faits en janvier-février 2011 entre la Tunisie et l'Égypte étaient déjà tout à fait biaisés. Dans un cas, la Tunisie, ça a pris quelques semaines, on a essayé de vivre avec l'ancien système, mais très vite on a mis en place, sous l'autorité de Yad Ben Achour, une commission. C'était très intéressant parce qu'à la fois de garantie de la transition, de la réforme et de la révolution, les trois mots étaient conjoints. C'est extraordinaire du point de vue philosophique. Hein. Et de l'autre côté, on a gardé la même constitution. Hein. On l'a replâtrée, d'ailleurs, avec les islamistes tout à fait partenaires, complices des militaires dans cette entreprise. Donc dans un cas, la Tunisie, on ouvre un horizon. Hein, et je poursuivrai un peu le parallèle Tunisie-Égypte. En Tunisie, on vote peu, mais on vote bien. Entendez-moi bien. Ce n'est pas le résultat des élections qui m'importe, c'est que les Tunisiennes et les Tunisiens, en octobre 2011, ont su pourquoi ils votaient. Ils votaient pour une constituante. Ils votaient pour un organe de refondation des institutions. Un organe qui devait établir une deuxième république. En Égypte, assez vite, on ne sait plus du tout pourquoi on vote. On vote pour des législatives. Alors en plus c'est l'Égypte, donc tout ça prend des semaines, avec 3 week-ends différents. En Tunisie, on a l'intelligence d'avoir un scrutin proportionnel qui oblige le parti arrivé en tête, donc le parti Narda, à composer. En Égypte, où on est obsédé par une stabilité qui n'est souvent que factice. Hein, je ne souhaite pas à la Tunisie de connaître aujourd'hui le niveau d'insécurité que connaît l'Égypte, hein, qui est tout à fait affolant. Donc en Égypte, on a le scrutin majoritaire, ce qui permet aux frères musulmans d'avoir une majorité très claire et en alliance avec les salafistes, d'avoir une majorité écrasante. Mais de toute façon, ça ne sert à rien, parce que le gouvernement n'est pas responsable devant les parlements, il est responsable devant la junte militaire. Donc, on ne sait plus pourquoi on a voté. D'ailleurs, ça se voit, les Égyptiens qui comprennent parfaitement hein, le sens de leur vote, même s'ils sont souvent contraints
de le traduire par un non-vote, par l'abstention. Aujourd'hui, on a des taux de participation, en tout cas pour les législatives, qui sont de quelques pourcents en Égypte. C'est proprement affolant. Donc, en Égypte, on va voter pour ces parlementaires, avec cette situation incroyable que l'instance constitutionnelle est l'instance de l'ancien régime. Imaginez une Tunisie où ça aurait été l'instance de Ben Ali, en plus l'instance qu'aurait mise éventuellement Ben Ali pour assurer sa succession, vu que c'était le cas pour la Haute Cour constitutionnelle en Égypte, qui soit la garante du processus constitutionnel. Mais on voit qu'un handicap pareil tue toute possibilité de transition réelle. Alors si on rajoute à ça le fait que les islamistes et les militaires en Égypte se sont parfaitement entendus contre ce qu'ils appelaient la jeunesse révolutionnaire, et qu'après, une fois qu'ils s'étaient bien entendus, évidemment, pourquoi s'étaient-ils entendus? Parce que chacun était sûr qu'il allait battre l'autre. Et on a eu la polarisation de juin 2012 des présidentielles, avec ce choix tragique. Il est évident que si la troisième voie avait eu un candidat, elle aurait gagné haut la main. Mais la troisième voie était divisée en Égypte, et donc on a eu cette polarisation entre le candidat des militaires, le candidat des islamistes, qui a amené à la présidence Morsi, où les frères musulmans ont montré qu'ils plaçaient l'intérêt de leur confrérie au-dessus de l'intérêt de l'État, la frérisation de l'État. Et puis, comme on est entre gens de très mauvaise compagnie, généraux, gangsters et djihadistes, on trouve toujours plus tordu, plus malin, plus sournois que soi dans les luttes de pouvoir. Et on a Morsi qui se croit mais génial en août 2012, quand il dit « je vais décapiter le CSFA, je vais décapiter la hiérarchie militaire, et je vais nommer ce jeune général dont tout le monde me dit qu'il est très pratiquant, très observant. » C'est ainsi qu'Abdel Fattah Sisi se retrouve propulsé au cœur du pouvoir, et que fort habilement, il détournera en juillet 2013 le soulèvement populaire contre Morsi, comme le CSFA avait détourné en février 2011 le soulèvement populaire contre Moubarak. Vous connaissez la suite, mais j'insiste sur un point, qui est le point constitutionnel. En Tunisie, on le sait, le mandat de la constituante initialement prévu pour 1 an a été prolongé. On a vu la tentation de Narda de faire passer les intérêts de son parti avant les intérêts du pays. On sait comment la société civile tunisienne, au sens très large, quand même ça inclut l'UGTT, ce grand mouvement social qui est une des richesses de la Tunisie, comment cette mobilisation, couronnée par un prix Nobel de la paix, a permis de sortir de l'impasse, voire de la tragédie en 2013, pour arriver finalement en 2014 à l'élaboration de la Constitution. Tout cela, vous le savez, mais j'insiste sur un point, c'est que la Tunisie a eu l'immense sagesse de laisser la Constitution à la constituante. Elle ne l'a pas mise au référendum. En Égypte, on a voté 3 fois, en 2011, 2012, 2013, pour 3 constitutions d'inspiration contradictoire, qui à chaque fois ont eu une majorité absolue. Est-ce que ça a grandi le pays? Est-ce que ça a contribué à une conciliation des visions du monde qui, dans toute collectivité, peuvent être justement très contradictoires, très opposées? Pas du tout, au contraire, ça a creusé ces divisions. On le voit aujourd'hui. Et je reprends donc ce que j'avais décrit déjà depuis des années, l'idée que, non pas le printemps arabe, je n'ai jamais cru à cette expression de printemps, non pas uniquement pour des raisons historiques, mais parce que je voyais très bien que ceux qui utilisaient l'expression de printemps avaient déjà en tête l'automne islamiste et l'hiver autoritaire. Et ils ne croyaient que les Arabes n'étaient bons qu'à
des variations saisonnières, pas à des grands mouvements historiques comme celui que votre pays a connu. Et on voit que l'inscription dans la durée, à partir du moment où on accepte, comme je le propose, que je l'argumente, que depuis 2011, le monde arabe est rentré dans une vague révolutionnaire de longue durée, à ce moment-là, on voit que la Tunisie est de nouveau à l'avant-garde. Parce que, évidemment, les problèmes sont immenses, vous les connaissez, mais les institutions sont là pour y répondre. Et c'est sûrement pas un Français qui arrive de Paris, où il se passe les choses que vous savez, qui vous dira que les institutions à elles seules peuvent résoudre tous les problèmes. Il faut après de la politique, une classe politique, des réponses politiques. Donc on a effectivement cette possibilité de gérer la nouvelle donne. Mais j'essaie, moi, de revenir à la Nahda, pas le parti, donc ce grand mouvement d'émancipation arabe qui commence au XIXe siècle, et où déjà la Tunisie, je l'ai rappelé, du fait de sa constitution pionnière de 1861, est tout à fait à l'avant-garde. Et ce mouvement de la Nahda, ce mouvement d'émancipation individuelle et collective, j'essaie d'en suivre la trace par les indépendances, le temps long des indépendances, le demi-siècle des indépendances, 1922, indépendance formelle de l'Égypte, 1971, la fin du bail de location britannique dans le golfe Persique. On peut difficilement comparer tous ces processus d'indépendance, surtout qu'au cœur, on a l'épouvantable tragédie de la guerre de libération du peuple algérien de 1954 à 1962. Mais à l'intérieur de ce cycle, on a de 1949 à 1969 un détournement des indépendances par des cliques qui vont accaparer ce pouvoir, et d'où la définition que je donne des Mamelouks modernes pour essayer de les dépouiller d'un peu du lustre dont ils se parent, de la morgue dont ils se parent avec tellement d'arrogance. Mais on voit que depuis 2011, on a eu cette volonté qui a été partout contrariée, alors là pour le coup à l'exception de la Tunisie, de reprendre ce destin en main, avec donc un putschisme contre-révolutionnaire en Égypte, avec une transition, plutôt une révolution sans transition dans la Libye voisine, un sabotage de la transition, car elle avait été effectuée au Yémen par Ali Abdallah Saleh, qui avait dû quitter le pouvoir et qui va donc intriguer d'abord avec les djihadistes, ensuite avec les houthistes contre le successeur qu'il avait dû concéder, et puis la situation la plus abominable de toutes, qui est la contre-révolution de liquidation en Syrie. Et pourquoi les djihadistes? Pourquoi ce troisième terme de ce triptyque? Parce qu'en fait, les systèmes que j'ai décrits trop rapidement ne peuvent vivre sans leur peuple, contre leur peuple, qu'à partir d'une rente. Une rente qui leur permet de s'abstraire des demandes de la population. Et une des raisons parmi d'autres qui a permis au peuple tunisien de se soulever contre son oppresseur en 2011, c'est qu'il n'y a pas de rente dans ce pays. C'est-à-dire que la kleptocratie Ben Ali Trabelsi volait directement les Tunisiennes et les Tunisiens. C'était du racket organisé. C'était pas du racket d'État, c'était du racket familial. C'était l'État qui était racketté. Tandis qu'ailleurs, on le voit bien, surtout en 2011, les cours du pétrole sont à un niveau historique. Ils ont dépassé les $100. On va voir dans l'Algérie voisine, mais aussi en Arabie, qui est faussement immuable, des dizaines de milliards de dollars dont soudain on va retrouver la trace pour les dépenser au profit de la population, pour anesthésier celle-ci, pour qu'elle ne bouge pas. Donc la rente permet d'éviter le contrat social, par des processus bien connus de clientélisme et de népotisme. Mais cette rente ne suffit pas. Cette rente ne suffit pas pour des systèmes qui sont à bout de souffle. On le voit bien avec les différentes incarnations
qu'on a aujourd'hui sur le devant de la scène. Et le début de ce siècle a offert à tous ces systèmes à bout de souffle une rente extraordinaire, une rente inépuisable. C'est la rente antiterroriste. Avant, on avait la rente israélienne, ce que j'appelle le jackpot israélien, que celui-ci soit positif ou négatif. C'est très frappant de voir Assad et Sadat, partenaires dans la guerre de 73, continuer à vivre de la rente israélienne, l'un en s'associant aux États-Unis par la paix de Camp David, l'autre en prétendant continuer la guerre contre Israël alors qu'il maintient un cessez-le-feu sourcilleux sur le Golan depuis 1974 au profit de l'Union soviétique. Mais tout ça, ça n'est plus assez. La rente antiterroriste, c'est extraordinaire parce que c'est infini. Parce que le terrorisme, on ne peut jamais prétendre l'avoir vaincu. Alors que si on est un dictateur avec la panoplie des services de renseignement et évidemment dans les geôles du régime, les milliers, dizaines de milliers de malheureuses et malheureux qu'on a embastillés, on a des ressources infinies à monnayer sur l'antiterrorisme. Surtout quand, et alors ça je l'ai, je crois, démontré bien sûr dans le cas yéménite, mais encore plus dans le cas syrien, quand on a tellement joué avec les djihadistes pour en alimenter la menace et se prétendre en retour comme étant le seul rempart. Alors en Égypte, je ne prétends pas qu'il y ait ces jeux troubles. Il y a juste une nullité crasse de l'appareil militaire. Cette armée est absolument incapable, une armée d'1 million de militaires, gavée par 1,3 milliard $ d'aide américaine chaque année, des milliards, des dizaines de milliards en provenance du Golfe. Elle est incapable de triompher de 1000 djihadistes dans le Sinaï. Où en fait elle n'arrive à maintenir, à contenir cette menace, enfin contenir les malheureux bédouins qui ont été massacrés par centaines en novembre dernier dans leur mosquée par les suppôts de Daesh, apprécieront ce type de confinement. Elle n'est capable de la contenir que grâce à Israël, qui en fait mène dans le Sinaï des opérations pratiquement sur un rythme hebdomadaire pour éviter que l'armée égyptienne soit encore plus en difficulté. Bravo! Donc ça veut dire qu'on a un système qui dit les libertés, on verra plus tard, hein. La sécurité, ça c'est important, hein. Ça c'est très important. L'âme dans l'Aïch. Ah oui, mais sauf que maintenant, l'Aïch, où est l'Aïch, hein, où est le pain, où est la nourriture, hein, ça va quand même de plus en plus mal. Quant à la sécurité, eh bien, on a complètement banalisé un type de violence qu'on n'avait jamais connu, de même qu'on a généralisé pour la première fois dans des pays qui croyaient avoir connu toute forme de répression, les disparitions qui, elles, étaient absentes jusque-là, avec des milliers disparus, y compris un jeune chercheur italien en sciences sociales, Giulio Regeni, qu'on a retrouvé torturé plusieurs jours après sa soi-disant disparition, alors qu'il avait été kidnappé par la sécurité d'État, qui aujourd'hui s'appelle la sécurité nationale, mais ça n'a rien changé à ces modes de crime. Alors, la Tunisie dans tout cela, je sais bien qu'en Tunisie ça ne va pas bien, mais la Tunisie, elle a absorbé, grâce à la transition, par la transition, le plus gros du choc djihadiste, qui aurait emporté tout autre régime qui n'aurait pas eu justement ces fondamentaux. Ça ne règle pas les problèmes du Sud, hein, les mouvements qui l'ont traversé pour le 5e anniversaire de la Révolution, pour le 7e anniversaire de la Révolution, dans les régions mêmes où cette révolution avait commencé. Mais on voit qu'alors que l'argument de tous ces généraux et gangsters qui ont parfois pas, partie liée avec les djihadistes pour prolonger leur pouvoir inique, c'est de dire « nous sommes le moindre mal ». Eh bien, ça n'est pas vrai. On voit que, bientôt 8 ans, hein, après
le début de cette vague révolutionnaire, aucun de ces régimes n'est parvenu à restaurer le statu quo, au nom duquel il prétend pouvoir continuer l'oppression de ces femmes et de ces hommes. Et c'est là où la Tunisie, et j'en resterai là parce que je crois qu'on aura un échange nourri, en tout cas je l'espère, je le souhaite, c'est là où la Tunisie, loin d'être une exception et encore moins une anomalie, représente une alternative et à mon sens se situe à l'avant-garde du monde arabe aujourd'hui comme dans son histoire. Merci. Merci Jean-Pierre. Vous avez eu l'élégance de centrer sur la Tunisie, alors que votre ouvrage est bien plus riche que ça, mais c'est vrai, on voit très bien comment vous exploitez, en tout cas en creux, l'inexistence du triptyque rente pétrolière, armée. Vous n'avez pas dit grand-chose de l'état profond, là aussi, mais peut-être qu'il y aura des questions là-dessus. Mais je voulais juste vous titiller sur le mot mamelouk, peut-être parce que l'histoire tunisienne des mamelouks, elle est fondamentalement différente. Je parle de la thèse de Mohamed Oueldi, justement, qui montre comment cette classe politique du 19e siècle, qui était au service du B, a été complètement quadrillée pour ne pas, justement, s'éterniser dans le pouvoir. C'est pas qu'elle n'était pas prédatrice, il y avait quand même la fonction prédatrice était très, très importante, mais il y avait aussi quelque chose qui bloquait un peu justement l'accaparement héréditaire du pouvoir. Je vais laisser la parole à la salle, peut-être pour quelques questions. On va les prendre peut-être 3 par... Oui, d'accord. Facebook d'abord. Le virtuel avant le réel. Allons-y. Alors la question... Alors pourquoi l'Occident n'a pas intervenu lors du putsch militaire à l'encontre du docteur Morsi et que le régime militaire est institué depuis les années 50 ? Et que le régime militaire est institué depuis les années 50. Pourquoi le régime militaire ? Il me semble. Première question. Alors première question, pourquoi l'Occident n'a pas intervenu lors du... Et la deuxième ? Il n'y a que 2 questions là. La première, c'est pourquoi l'Occident n'a pas intervenu lors du putsch militaire à l'encontre... Non, c'est que 2 questions là. C'est la même personne ? C'est la même personne qui pose la même question. Les 2 questions. D'accord. Voilà. Oui, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour l'excellent livre, qui est un des rares, à mon avis, qui explique un peu ce qui se passe dans le monde arabe. J'ai eu l'occasion de le lire presque il y a 1 an, et franchement, c'est quelque chose. Et j'invite tous les Tunisiens à lire pour mettre un peu la boussole là où il faut. Enfin, c'est un espoir. J'ai juste 2 questions. La première, c'est que, en tant que spécialiste du monde arabe, j'aimerais avoir votre idée sur une explication comment, en Tunisie, avec toute l'histoire et l'importance de la Constitution dans la vie politique tunisienne, comment est-on arrivé là, avec Ben Ali, un policier, un médiocre dirigeant, qui a pu diriger la Tunisie presque 23 ans, même plus de 23 ans. Quelle est l'explication que vous pouvez donner à ça ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question, dans votre livre, vous parlez à un moment donné du fait que le parti Ennahda a, à tort ou à raison, je vous laisse préciser, disons, pas sous-estimé, mais n'a pas trop donné d'importance à son courant extrémiste. Et que finalement, il a pu se relever en prenant des décisions tout à fait historiques qui expliquent que la transition a pu quand même aller jusqu'au bout et que la Tunisie a pu éviter, évidemment, avec le concours de la société civile, ce qui s'est passé ailleurs. Voilà mes 2 questions. Merci. Alors, je vais d'abord répondre à la personne physique, mais pas uniquement à cause des compliments que vous avez eu l'amabilité de proférer. L'historien, il essaie... Alors, pourquoi un système peut s'inscrire autant dans la durée ?
Bon, on voit comment, derrière Ben Ali, mais je ne fais qu'effleurer un débat qui est existentiel dans ce pays, derrière Ben Ali, il y a l'ombre de Bourguiba. À partir du moment où Bourguiba élimine d'abord Salah Ben Youssef, ça c'est vraiment le crime fondateur, et après instaure un régime présidentiel, alors que la constituante aurait eu initialement tendance à privilégier un régime parlementaire, comment l'instauration d'une présidence à vie, je crois, enfin, sous le contrôle de ma chère collègue, que c'est unique dans le monde arabe. Ils sont tous présidents à vie, mais aucun ne le dit. Aucun ne le dit. Chacun fait semblant de se voilà, de se présenter à des plébiscites régulièrement. Donc, il y avait pour le coup un héritage bourguibien qui était très lourd. Et puis après, j'essaie de montrer, et ça se passe dans le cas tunisien comme ailleurs, comment la deuxième génération d'autocrates est bien plus vicieuse et rapace encore que la première. Parce que comme elle n'a pas connu l'ascension vers le pouvoir, hein, ce sont très souvent des héritiers. Alors parfois, bon, en Syrie, c'est très simple, c'est le fils. Mais on ne peut pas dire que Ben Ali était un outsider. Hein. Donc, effectivement, il a connu des périodes de disgrâce. Quand on a découvert son nom sur le traité de Djerba, que Bourguiba s'est réveillé, qu'il a dit mais qui Kadhafi a-t-il mis comme Tunisien à la tête de la sécurité de la République commune, mais qu'il aille attaché au Maroc. Voilà. Puis après, il a eu aussi connu un autre moment d'exil relatif comme ambassadeur en Pologne, mais sinon il était au cœur du système. Et il était un policier au cœur d'un système policier. Donc ça veut dire que ce système, effectivement, va connaître sa perpétuation, hein, avec un système de captation qui, lui, va devenir fou. C'est-à-dire que même du point de vue du pouvoir de Ben Ali, la gangstérisation des dernières années devient totalement incontrôlable. Elle ne peut pas s'expliquer dans une rationalité de pouvoir. Elle ne peut s'expliquer que dans une logique de gangster ou de mafieux, si on veut être moins indélicat. Pour Ennahdha, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur les mouvements djihadistes et que, à la différence de certains observateurs, je connais l'histoire tunisienne du djihadisme, qui est une histoire ancienne. Ce sont des Tunisiens qui tuent Massoud 2 jours avant le 11 septembre 2001. C'est à la Griba, le 11 avril 2002, que Al-Qaïda mène son premier grand attentat après le 11 septembre. Donc, il y avait un risque qui n'est pas du tout né avec la Révolution, qui aurait dû être pris en compte au moment de la Révolution, et effectivement, la libération au moment de la Révolution, comme si c'était un prisonnier d'opinion de Saif Allah Ben Hassine, donc il a fondé Ansar et Sharia, et une décision tout à fait funeste. Hein, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces événements. L'impression que j'ai, après avoir étudié le sujet, c'est qu'au sein d'Ennahdha, le débat était ouvert. Il n'y avait pas du tout unanimité pour dire ces gens-là sont inodores, incolores, innocents et inoffensifs. Il y avait une tendance patriarcale du chef et fondateur d'Ennahdha de maintenir tous ses enfants plus ou moins prodigues sous la même tente, mais il y avait d'autres, y compris celui qui deviendra donc à la tête de l'intérieur, de les frapper beaucoup plus fort. C'est d'ailleurs sous un gouvernement Ennahdha que la répression d'Ansar et Sharia va être initiée. Donc là encore, l'historien il réintroduit la chronologie, il réintroduit les contradictions,
le fait que des événements ne sont pas donnés. Mais j'en profite, ce n'était pas dans votre question, mais pour vous dire que, je l'ai répété, j'en suis convaincu, hein, les ennemis de la liberté sont les mêmes en France et en Tunisie. Boubacar el-Hakim, qui dirige, à la demande d'Abou Yad, donc Saif Allah Ben Hassin, qui fonde la branche armée d'Ansar e-Sharia, qui tient l'arme à feu lors l'un des deux assassinats politiques de 2013, va ensuite aller vers Daesh, être le plus haut gradé, vu qu'il est franco-tunisien, le plus haut gradé français et tunisien au sein de Daesh, et être l'inspirateur des attentats de 2015 en France. Donc on voit bien que ça n'est pas une question tunisienne, ça n'est pas un problème de sécurité plus ou moins, c'est un enjeu où Français et Tunisiens, Européens et Arabes ont les mêmes ennemis. Et ces ennemis sont les ennemis des institutions démocratiques et des mouvements démocratiques dans le monde arabe. C'est pour ça que, bon, alors Occident, moi franchement j'ai de plus en plus de mal avec cette notion, y compris d'un point de vue pratique. Quand vous avez Donald Trump qui dynamite le moindre sommet de l'Alliance Atlantique ou du G7 en disant America First, paix, and then discuss, c'est quoi l'Occident? Donc cette idée qu'il y aurait une espèce de créatures amorphes sur les deux rives de la Méditerranée, j'y ai jamais beaucoup cru, mais encore moins maintenant. Rappelez qu'en 2013, c'est justement un démenti, John Kerry, donc chef de la diplomatie américaine, et Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, essayent ensemble de faire une médiation entre Morsi, qui a déjà été déposé, qui est tenu au secret, et Sisi, hein, de juillet à août 2013, et c'est Sisi qui va balayer cette médiation, provoquant le bain de sang de la mi-août 2013, qui, ne l'oublions pas, nous sommes historiens, c'est la pire éruption de violence politique et militaire au Caire depuis l'invasion de Bonaparte. C'est quand même pas mal pour une armée qui prétend être nationale et patriote. Hein. Donc on est face à... Alors après, oui, le régime depuis le régime depuis 52, il a connu différentes transformations. En fait, la vraie date fondatrice, c'est pas le 23 juillet 52, la prise de pouvoir par les officiers libres, c'est 54, les deux coups, hein, les deux putschs contre Neguib, enfin, un demi-putsch et un deuxième demi-putsch, et à la fin Neguib est complètement éliminé. Neguib voulait un retour au système parlementaire, alors que les slogans de ses ennemis, c'était, au moins il y avait l'avantage de la candeur, de la sincérité, c'était pas de parti, pas d'élection, pas de syndicat. Hein, ce à quoi ils sont arrivés de 54 pratiquement jusqu'à nos jours, avec donc juste un intermède de 2011 à 2013 dont j'ai montré qu'il était lui aussi traversé d'évolutions très contradictoires. Alors on prend une autre salle de questions, pardon. J'ai bien répondu aux questions Facebook, hein, vous êtes témoins. Hein. Pardon ? Et l'une et l'autre. Vous pouvez rester assise, il y a un micro. Oui. Je voudrais parler sur la constitution tunisienne. Maître, vous savez très bien que le Tunisien est un Africain. Donc c'est quelqu'un qui est habitué au chef, au patron, qui est habitué au marabout, plus ou moins. Il est aussi arabe. Donc toute sa vie, il a vécu sous des régimes royalistes, disons de Khalifa al-Khulafa, sous les régimes Hafsides, Amir al-Mu'minin, sous les Beys, le roi qui commande, après Bourguiba et Ben Ali. Il est aussi méditerranéen, donc quelqu'un qui s'attache beaucoup à son histoire, à son régime. Juste après la Révolution, on dit aux Tunisiens, maintenant, voilà, tu vas devenir anglais.
Voilà un régime parlementaire, et qu'est-ce qu'on assiste? À une cacophonie, à un débâcle. On voit un Sénat complètement vide, des palabres qui n'en finissent jamais, des lois qui sont dans les tiroirs, un Premier ministre qui ne peut pas changer de ministre sans l'accord de Mme Samia Abou. Bon, maintenant, le sujet vient de s'apercevoir qu'il pourrait être le chef d'un régime parlementaire. Mais malheureusement, je crois que pour les Tunisiens, le seul régime où ils puissent vivre, c'est un régime présidentiel. Un régime présidentiel est un régime démocratique, ce n'est pas un régime dictatorial. Quand on arrive à respecter la Constitution, on peut vivre dans un régime présidentiel. Et le Tunisien, il me semble, ne peut pas vivre dans un régime parlementaire. Je vous remercie. C'est une belle question. Pardon? J'ai dit c'est une belle question parce que monsieur dit et la question. Ah, la question Non, mais j'ai compris la question. Très bien, j'ai compris. J'ai compris la question. Bonjour, vous avez dit que vous étiez spécialiste des mouvements djihadistes en Tunisie, donc je voulais en savoir un peu plus. Mais il y a un terme, moi, qui me gêne, que j'entends beaucoup dans les médias depuis très longtemps, et j'ai jamais fait la remarque, mais je vais profiter de... Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le terme djihadiste, pour les musulmans, c'est un terme qui est très positif. Le djihad, c'est l'effort, l'effort d'interprétation, c'est normalement un terme très positif, qui a pris une connotation très négative. Donc pourquoi... C'est Moujahidine qui est positif. Mais je vais vous répondre. Oui, mais le djihad c'est l'effort sur soi-même, c'est tout ce qui est positif. Donc, et ça a pris maintenant une connotation très négative que tout le monde utilise comme pour décrire les actes terroristes, on dit djihadiste. Donc pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à un mouvement que... Voilà, j'aimerais comprendre ça. Merci beaucoup. Bon, j'aimerais bien répondre, la demoiselle. Je suis président de l'association SOS Terrorisme. Et là, dans toute notre littérature, nous avons, après discussion académique et universitaire, nous avons utilisé le terme djihadiste takfiriste. Donc, nous n'avons pas fait beaucoup d'efforts, nous avons fait appel aux lectures des djihadistes. Donc, c'est uniquement pour répondre à la demoiselle. Maintenant, ma question, elle est relativement théorique. Est-ce que on peut greffer, importer, parachuter un état de droit moderne tel qu'il existe en France, avec une histoire complètement différente, que ce soit au niveau de la pensée ou bien au niveau économique? Merci. Je vais répondre en fait à la première et à la dernière question ensemble, parce qu'elles sont très liées. Évidemment qu'il ne s'agit pas de greffer, c'est d'ailleurs pour ça que la constituante a mis 2 ans et plus à aboutir. Ce que vous appelez palabre, ça s'appelle justement contrat national, pacte social. Ça s'appelle discussion avec une compatriote, un compatriote, pour arriver à mettre au point une forme de vie ensemble qui n'a été calquée sur aucun modèle extérieur, qui est tout à fait spécifique à la spécificité de la Tunisie, comme toute constitution est spécifique à la spécificité de la nation qui l'a choisie et qui l'a endossée. La seule spécificité que je trouve, moi, géniale, c'est de ne pas l'avoir soumise à référendum. C'est très bien. La constituante a fait son travail et elle a, comme vous le savez, voté article par article, avec parfois des débats très durs, et à la fin, elle a voté sur l'ensemble du texte. Et ben voilà, c'est la constituante sur laquelle ce pays vit depuis 2014. Et cette constituante, elle est, n'en déplaise aux uns et aux autres, d'inspiration parlementaire. Parce que là encore, je ne vais pas citer Churchill sur la démocratie, le pire système à l'exclusion de tous les autres, on pourrait dire la même chose sur le parlementarisme quand il s'agit de gérer des contradictions. Ce
qui est formidable, moi je trouve même ça assez exaltant depuis 2011, c'est que le monde arabe regarde enfin en face sa diversité de pensée, sa diversité de vision du monde, et pas uniquement sa diversité confessionnelle, linguistique, ethnique qu'on oppose vue de l'extérieur. Il est tout à fait normal, il est tout à fait sain que dans une société, tout le monde n'ait pas envie de vivre dans le même modèle général. Et une constitution, un pacte global, c'est précisément fait pour que ces inspirations ou ces aspirations qui pourraient être contradictoires ne le soient pas, qu'elles soient gérées. Bon, moi, mon modèle historique, que je propose là encore avec beaucoup d'humilité, mais c'est celui que j'ai construit au fil des années, c'est que dans la Narda, depuis le XIXe siècle, on a deux courants constitutifs qui ne s'appelaient pas comme ça au XIXe siècle, que a posteriori on pourrait appeler ainsi, qui serait un courant d'inspiration nationaliste et un courant d'inspiration islamiste, mais au fond, ces courants coexistaient, y compris non seulement dans certaines forces politiques, mais dans certaines personnalités. Je ne vais pas pour une fois citer un Tunisien, quoique je pourrais, il y en a de beaux exemples, mais je vais citer le cher Syrien Kawakibi. Kawakibi, aujourd'hui, on le qualifierait de nationaliste arabe anti-ottoman, comme d'islamiste qui veut rénover le califat. Il avait imaginé un califat électif, mais en même temps, il disait que la religion s'était fait pour l'au-delà, je résume un peu, et l'organisation d'ici-bas, ça devait être laissé aux hommes. Donc ça, c'était un Kawakibi. On voit bien qu'aujourd'hui, si on n'a pas, qu'à chaque fois qu'il y a conciliation entre ces deux sensibilités, il y a avancée collective. Chaque fois que l'une veut prendre le pas sur l'autre, on va vers la guerre civile. Et on va vers des troubles qui finalement plongent l'ensemble de la collectivité dans la tragédie. Alors, djihadiste, j'ai écrit en 2012 un livre qui s'appelait « Les frontières du djihad », quand tous ces débats n'étaient pas encore tristement à la mode. Donc je sais, djihad dans le Coran, la trentaine d'occurrences, une dizaine de fois sous un sens militaire, une dizaine de fois sous un sens pacifique, une dizaine de fois dans un sens mixte. Je sais le djihad fi sabilillah, je sais le petit djihad, le grand djihad, je sais le prophète Mohammed revenant de Tabouk disant nous avons fini avec le petit djihad, nous allons accomplir le grand djihad. Mais je sais aussi que pour une nouvelle religion qui est apparue à la fin du siècle dernier, qui s'est constituée comme secte autour d'Al-Qaïda, avec comme père fondateur Osama Ben Laden et comme vulgarisateur Ayman Zawahiri, jusqu'aux différentes incarnations actuelles d'Abu Bakr el-Baghdadi, qui lui-même succédait à Abu Omar el-Baghdadi. Pour ces gens-là, le djihad est une fin en soi. Donc j'ai absolument le droit de les qualifier de djihadistes parce que, justement, en considérant qu'ils ne sont pas musulmans, qu'ils ont créé une nouvelle religion dont le djihad est le début et la fin. Ben Laden avait dit très clairement, on lui dit qui sont les bons musulmans, il a dit les bons musulmans sont ceux qui font le djihad. Je suis désolé, le djihad n'est pas un des 5 piliers de l'islam, et le djihad ne peut, dans l'islam, s'exercer sous une forme pacifique ou sous une forme militaire que dans une série de conditions extrêmement déterminées. Et on voit bien que la vision totalitaire des djihadistes, qui s'exerce avant tout à l'encontre des autres musulmans, qu'ils considèrent être des mauvais musulmans, eh bien, elle vise à prendre le pouvoir avant tout dans un pays musulman ou dans un autre. Et madame, si vous êtes choquée par l'emploi du terme djihadiste, que diriez-vous de terrorisme islamiste? Or, je vous signale que c'est le terme qui est totalement banalisé aujourd'hui. Et qu'on voit bien qu'avec cette confusion entre musulmans, islamistes, djihadistes, terroristes, on se piège complètement. Et l'islam a répondu à ça. Il n'y a pas de djihadi dans l'islam.
il y a des moujahid. Des moujahid, des moudjahid. Donc, il se trouve que Bourguiba, j'étais encore à Sidi Mehrez tout à l'heure, parce qu'il ne faut jamais venir à Tunis sans aller recueillir la baraka de Sidi Mehrez, hein, qu'on a devant la plaque du Moujahid al-Akbar, Habib Bourguiba, hein, du grand combat, du combattant suprême. Hein. On a évacué le djihad en français parce que, effectivement, la notion est complexe. Hein, mais les djihadistes, eux, pour eux, hein, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, hein, la plupart des djihadistes, et je le dis et je le répète, ceux qui connaissent de l'islam tient sur un post-it, peut-être sur un post-it recto verso, et au bout du bout, il y a l'idée, on va faire le djihad parce qu'on est les meilleurs, parce que nous sommes ceux qui avons le droit d'exercer une violence de type totalitaire sur tous les autres. Et il est très important dans les sciences sociales d'arriver à nommer les choses. Et je vous remercie, madame, de m'avoir donné l'occasion d'expliquer pourquoi je dis djihadiste et pourquoi je revendique ce terme de djihadiste dans le débat public. Nous avons encore 5 minutes. Peut-être que s'il y a des questions encore. Merci, monsieur. Vous avez cité trois facteurs qui ont de l'échec de transition démocratique au monde arabe, les généraux, les gangsters et les djihadistes. Nous, au monde arabe, on a tendance à oublier qu'avant le 14 janvier 2011, il y a des autres printemps arabes. Il y a le printemps d'Idamas en 2002, 2001. Il y a peut-être un printemps en Irak en 2003, peut-être. Il y a un printemps au Liban le 14 mars 2005. Mais on peut, ma question, est-ce qu'on peut ajouter les raisons de ces échecs, c'est le communautarisme au monde arabe. Le 14 mars 2005, il y a beaucoup de rêves pour les Libanais, pour un nouveau régime démocratique, ou la transition, mais en fin de compte, le régime est resté là. Est-ce qu'on peut, même chose en Irak, le Parlement irakien est plein des hommes religieux. Est-ce qu'on peut citer le quatrième facteur, le communautarisme arabe? Merci. Pas d'autres questions? Oui, bonsoir. Je m'excuse par avance. Gilles Jadid, la jeune génération. Ouais, c'est ça. Je m'excuse par avance si la réponse à ma question est déjà dans le livre, je n'ai pas encore lu le livre. Oui, ma question, ce serait... Vous excusez jamais de poser des questions. D'accord, ok. Ma question, ce serait par rapport... donc, vous avez une double casquette de historien-chercheur et aussi de diplomate. La question serait pour le diplomate. Justement, quelles conclusions on peut tirer de ce livre pour la diplomatie française et les diplomaties européennes? Et vous avez mentionné tout à l'heure ne pas vouloir utiliser le terme de printemps arabe parce que vous avez dit que les personnes qui l'utilisent voyaient déjà venir l'automne islamiste, l'hiver autoritaire. Est-ce que justement les diplomaties européennes faisaient partie de ces personnes-là et quel a été le positionnement des diplomaties européennes pendant cette période de contre-révolution arabe? Merci. Alors, donc je vois que la jeune génération est pleine de... Donc c'est évidemment, ma conclusion sera la réponse, même si la question antérieure est elle aussi très complexe. Le communautarisme est évidemment une arme de destruction massive pour les aspirations démocratiques des peuples arabes. Que ce communautarisme ait été construit par la puissance coloniale, hein, que ce soit la France au Liban ou la Grande-Bretagne en Irak, ou qu'il ait été reconstruit par les régimes contre-révolutionnaires, évidemment la Syrie d'Assad, mais n'oublions jamais les pétromonarchies qui ont passé leur temps à jouer du sunnite, entre guillemets, contre le chiite. Bon, j'ai peut-être la barbe un peu blanche, mais moi, quand j'ai commencé il y a déjà quelques décennies à circuler dans le monde arabe, il y a plein d'endroits où je ne savais pas qui était sunnite, qui était chiite. Je ne le savais pas parce que ça ne faisait pas sens. Ne serait-ce que parce qu'il y avait beaucoup d'enfants
de papas sunnites et de mamans chiites et inversement. Et donc on voit qu'aujourd'hui, on a les démocrates d'Irak et de Liban, ils font face à un défi encore plus grand, c'est qu'ils n'ont pas un nizam, ils n'ont pas un régime qui est incarné dans la personne du dictateur, mais on le voit bien d'ailleurs dans les mouvements comme de 2015, d'ailleurs, qui ont coïncidé en 2015 au Liban et en Irak. C'est donc le nizam collectif, le régime collectif de tous ces chefs de bandes et de milices qu'ils combattent. Donc ça, c'est évident hein, que le communautarisme est aussi nocif. Alors, par rapport au... les diplomates ont d'immenses talents, je les respecte infiniment, mais ils ne sont pas forcément les mieux armés en période de révolution. Hein, voilà. C'est simple, c'est normal, c'est structurel. Hein. Un diplomate arrive, il est accrédité auprès du régime en place, il n'est pas forcément armé pour accompagner la transition. Mais une fois dit ça, je le dis d'expérience et j'ai presque de manière intime, les diplomates sont de tous les observateurs et plus que beaucoup de journalistes, ceux qui ont les premiers alertés sur le fait, y compris dans ce pays, que le système était intenable. Hein. Si vous voulez en savoir plus, il y a un livre formidable d'Aubin de la Messusière, Yves Aubin de la Messusière, qui a été ambassadeur en Tunisie, j'ai eu la chance d'être son adjoint, qui raconte comment il rapportait régulièrement aux autorités, aux plus hautes autorités françaises, la réalité du régime Ben Ali. Donc très souvent, on met ça sur le dos des diplomates, alors qu'ils ont fait leur travail, y compris dans des conditions difficiles, pour informer, puis après, ils sont des fonctionnaires. Hein. C'est le pouvoir politique qui doit trancher. C'est pas à eux d'en faire une affaire personnelle. Alors, en général, si on parle de la réponse européenne, c'est-à-dire de la réponse collective européenne au mouvement révolutionnaire depuis 2011, elle a été tout à fait en deçà de cette importance historique. Je l'ai dit là aussi plusieurs fois, la chute du mur de la peur dans le monde arabe a une importance stratégique pour l'Europe qui est du même ordre que la chute du mur de Berlin en 1889. On a eu une mobilisation européenne qui a été massive en 1989, tandis qu'on a eu des gestes qui ont été très mégotés pour le monde arabe, avec effectivement l'idée qu'après tout ça allait se refermer. Et je conclurai sur deux choses. La première, c'est que la démocratie, ce ne sont pas forcément les élections. La Tunisie l'a montré dans sa transition, elle n'a voté qu'une fois pendant 3 ans, et tant mieux pour elle. Donc faire très attention quand on veut aller à toute force vers des élections. Le pays arabe qui a voté le plus au cours des 15 dernières années, c'est l'Irak. Quand on voit le résultat, c'est quand même pas très très convaincant. La deuxième, c'est qu'effectivement, cet aspect pionnier, avant-gardiste de la Tunisie, il serait dans l'intérêt bien compris de l'Europe, et non pas d'une quelconque générosité, pour ne pas dire plus, de soutenir beaucoup plus activement l'alternative tunisienne, et je crois que ces gestes-là seraient non seulement, je le répète, dans l'intérêt évidemment du peuple tunisien, mais dans l'intérêt des Européens et des démocrates européens. Ne jamais oublier, la rive nord de la Méditerranée peut nous réserver des surprises, que la démocratie est quelque chose qui doit se défendre. La démocratie, on la défend avec ses alliés, et l'Europe a en Tunisie, entre autres, des alliés dans la défense des valeurs démocratiques. Merci à vous. Jean-Pierre, merci à vous tous et toutes pour les questions et à bientôt. C'est pas les